Merci, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de 1918, le son des clairons et des cloches des églises résonnait sur les champs de bataille, mettant fin ainsi à 4 longues et traumatisantes années de combat, 4 années de douleurs quotidiennes, de larmes et de souffrances. C'était l'armistice. La Première Guerre mondiale s'achève ainsi, laissant derrière elle des peuples marqués par l'effroi et l'horreur de la guerre, aspirant désespérément à la paix. Dès le lendemain de l'armistice, les atrocités de la guerre que l'ardeur combattante avait occultées sont révélées au grand jour. Le bilan est effroyable, ce qui devait être la der des der. 10 millions de morts, 6 millions de blessés, de gueules cassées, 9 millions de victimes civiles. Pour la France, c'est 1 400 000 soldats tués, et bien souvent quand je vous vois, vous, qui avez votre âge, qui avez 18, 19, 20, 21 ans. C'est en moyenne 900 jeunes Français qui chaque jour mouraient sur les champs de bataille dans une France démographiquement vieille qui compte seulement en 1914 39 millions d'habitants face à une jeune Allemagne de 67 millions d'habitants. Pour ceux qui ont survécu et reviennent, la victoire est sans éclat. Il n'y a pas de liesse pour les mutilés du corps, 1 300 000 invalides et gueules cassées, ni pour ceux de l'âme marqués à vie par le deuil de leurs camarades disparus. Cette guerre, que l'on a dit grande, c'est un Occident 700 km de front, où tout un peuple jeune fut plongé dans des trous, des tranchées. Il y avait des Tyroliens, des Arabes, des Bavarois, des Sénégalais, des Bretons, des Prussiens, des Basques, des Australiens. Un long collier de chair humaine, une longue ligne de feu triste et sanglante. Les hommes se tuent sans se voir, pour quelques mètres gagnés et souvent reperdus le lendemain. C'est la guerre du fer, la guerre industrielle, avec les zeppelins, des sous-marins, le gaz moutarde, les lance-flammes. À l'arrière, l'industrie de la mort tourne à plein régime. C'est Verdun, 10 mois de combat intense avec plus de 700 000 victimes et 6 bombes au mètre carré. C'est la bataille de la Somme, où au cours des 6 premières minutes de combat, 30 000 victimes, reléguant loin derrière la journée du 20 août 1914 avec ses 22 000 victimes. Veiller à préserver la paix suppose de comprendre comment le monde a pu s'embraser et sombrer dans l'horreur en 1914. Mais on a coutume d'imputer la guerre à l'effroyable frénésie nationaliste qui s'était emparée de tous les États européens, et l'on a raison. Mais il faut se souvenir que cette frénésie était avant tout celle de dirigeants irresponsables, criminels et de certaines forces politiques, l'éternel camp de la haine. Il faut se souvenir de Clausewitz, grand théoricien de la guerre du XIXe siècle, qui sera lu et écouté par Bismarck et permettra une victoire foudroyante de la Prusse sur la France en 1870. Il faut se souvenir du traumatisme de la perte de l'Alsace-Moselle. Il faut se souvenir que la France va préparer sa revanche. Des écoles, des hôpitaux et des casernes vont être construits, certes pour le bien de tous et de toutes, mais également pour alphabétiser, soigner et former les futurs soldats de 14. Il faut se souvenir de Jean Jaurès, convaincu jusqu'au bout que la fraternité internationale des humbles pourrait empêcher les puissants de jeter les peuples les uns contre les autres et le monde dans l'abîme. Jean Jaurès tombera le 31 juin 1914 sous les balles d'un fanatique d'extrême droite. Il faut se souvenir des centaines de milliers de femmes et d'hommes provenant non seulement de toutes les régions de la France, mais également d'Afrique, d'Océanie, d'Indochine, d'Outre-mer, qui vont participer à l'effort de guerre. La France a une dette éternelle envers ces femmes et ces hommes qu'elle se doit d'honorer. Il faut se rendre à Douaumont pour mesurer l'ampleur de la saignée. Douaumont, c'est un village pris et repris, et qui sera jamais complètement détruit. Il y a l'ossuaire, avec les restes de 130 000 soldats inconnus, français et allemands, et en face, une forêt de 16 000 tombes. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est donc pas seulement pour célébrer la victoire militaire de la France. Les poilus eux-mêmes ne l'auraient pas voulu. Ils n'auraient pas voulu non plus que nous nous oublions de nous souvenir avec compassion de ceux de leurs camarades
mus un par un choix résolu ou par le découragement, ont désobéi. C'est la première fois qu'en tant que représentant de la nation et petit-fils d'anciens combattants de 14-18, je commémore l'armistice et que je rends ainsi hommage à ces femmes et ces hommes qui sont morts. L'émotion est grande, tant notre époque se trouve ternie par la prolifération de discours intolérants, prônant la rancœur, le rejet de l'autre et la haine entre les peuples. Commémorer l'armistice est l'occasion de se rappeler la valeur de la paix et réaffirmer un principe fondamental. Il ne peut y avoir de paix sans la volonté de bâtir le vivre ensemble en respectant notre idéal républicain, liberté, égalité, fraternité. Ma pensée va aujourd'hui au peuple ukrainien qui résiste vaillamment à l'agression et à la folie du dirigeant de la Russie. Nous devons tout entreprendre pour que de nouveau les peuples ukrainiens et russes puissent vivre en paix. Plus d'un siècle après 1918, à l'heure de commémorer les morts de toutes les guerres, il nous faut retenir la leçon de leur sacrifice afin d'éviter que les catastrophes perdurent. Laissons parler le grand Jaurès. Il n'y a qu'un moyen d'abolir la guerre entre les peuples, c'est abolir la guerre économique, le désordre de la société présente. C'est de substituer à la lutte universelle pour la vie qui aboutit à la lutte universelle sur les champs de bataille un régime de concorde sociale et d'unité. Vive la paix entre les peuples, vive la République, vive la France.